Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire que nous organisons aujourd'hui sur le sujet de l'IA. Je vous propose d'attendre quelques minutes. Vous êtes déjà très nombreux parce qu'on est déjà 90 personnes et le compteur ne fait que monter. Et bon, il y avait plus de 500 inscrits. Donc a priori, on va être un peu nombreux. Donc tant mieux, le sujet passionne. Donc en attendant, je vais vous partager quelques petites questions, un sondage pour, euh, pour que vous puissiez répondre à un certain nombre de questions. Les voilà. Comme ça, je pourrai plus vous connaître et peut-être essayer d'adapter un peu le sujet. Hop, attendez, je vous les partage tous. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bon? Oui, il en reste un dernier. Je crois que vous avez tout. Parfait. Bah, le compteur fait que monter, hein, donc de toute façon, on ne va pas trop tarder à se lancer puisque bah, vous êtes déjà 130 et ça fait que monter. Donc on va attendre peut-être 2-3 minutes. 2-3 minutes, le temps de commencer. À 33, on va dire, on commence. Et n'hésitez pas, alors je le répéterai après, hein, mais n'hésitez pas à poser un certain nombre de questions dans le chat, hein. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir répondre aussi à un certain nombre de questions, et j'en parlerai un petit peu plus dans la petite introduction dans quelques secondes. Bien, écoutez, on est déjà à 160, donc on va commencer hein, parce qu'on ne va pas attendre que tout le monde soit là. Alors, donc bonjour encore une fois à toutes et à tous. Merci d'avoir été si nombreuses et nombreux à vous intéresser au sujet et à vous être inscrits. N'hésitez pas à poser un certain nombre de questions dans le chat. J'y répondrai à la fin de chaque étape au maximum. Et puis à la fin, si jamais on a du temps, et je pense que ce sera le cas, on aura aussi une session de questions-réponses plus complète. Mais n'hésitez pas donc à poser les questions dans le chat. Moi, j'essaierai de répondre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Pour voir vos résultats, il faut que je soumette moi aussi un vote. Je ne voulais pas tricher. Attendez, je le fais. Comme ça, je regarde un peu vos, vos réponses. Tac. Et donc, petit point, donc n'hésitez pas à me poser des questions. L'objectif, c'est que ça soit interactif et que vous appreniez tous des choses. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes différentes. On a aussi beaucoup de clients. Je les remercie aussi d'être présents. Et je les salue, bien sûr, et je salue tout le monde. Alors, pour commencer, donc moi, je vais faire une petite introduction. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Buchard. J'ai été avocat spécialisé dans le domaine de protection des données, propriété intellectuelle et nouvelles technologies pendant plus de 7 ans. Et il y a plus de maintenant 4 ans, j'ai cofondé et je dirige DPO. Et DPO qui est l'un des principaux DPO, donc délégués à la protection des données externalisés de France, sous forme de forfait. Et on a différents clients, on a près de 500 clients dans tous les domaines. Et donc, par exemple, bah, on a dans le domaine de la santé, de la presse, on a l'Express, RATP, de l'e-commerce, Cheers, du retail, Sessoun, etc. Mais aussi dans le domaine évidemment de l'IA qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on accompagne donc depuis plusieurs années. Je pense notamment à Anita, à Praise, à Tomorrow, qu'on accompagne au quotidien sur leurs projets IA et qui nous permettent donc d'avoir cette expertise et d'essayer de vous expliquer ce que nous on fait et comment on travaille sur ce volet-là. Et évidemment, vous allez voir que bah, il y a différentes problématiques avec l'IA et pas forcément celles qu'on pense d'origine. Alors, et juste avant de commencer, je vais juste faire donc regarder le sondage.
première question que je trouve intéressante, je voulais la poser parce que vous êtes 60% à avoir dit le RIA et pas la RIA. Donc, c'est intéressant parce que, prenons le RGPD, tout le monde dit la RGPD. Souvent, quand on fait le sondage, c'est plutôt l'inverse, hein. Il y a plutôt 70% de gens qui pensent l'inverse. Donc, ça, c'est très bien. Vous expliquerez pourquoi après et quel est l'intérêt de dire le règlement. Je vois qu'effectivement, il y a un niveau de familiarité qui est un peu disparate et ce qui est normal. Euh, et il y a effectivement donc pas mal d'entre vous qui utilisez de l'IA de manière au moins ponctuelle. Et les questions qui sont le plus posées, c'est évidemment comment je peux faire pour me mettre en conformité. Et vous allez voir que moi, mon objectif, c'est essayer de désacraliser un peu tout ça, de vous expliquer que c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, on peut en faire vite une usine à gaz, mais on en parlera après. Donc, je vous propose de commencer. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous poser des questions dans le chat au fur et à mesure. Et j'y répondrai évidemment entre chaque étape. Alors, premier point, et là je vais plagier un de nos clients avec qui j'ai fait une intervention, c'est donc est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est vraiment intelligente? Parce qu'il y a vraiment ce terme, est-ce que c'est vraiment intelligent? Et ça a du sens pour la suite, même juridiquement. Alors la réponse est non. Et justement, ce que me disait ce client avec qui j'ai fait une intervention, c'est que l'IA, elle ne comprend pas la question, elle ne comprend pas la réponse. En fait, elle n'est pas intelligente. Le terme IA est galvaudé. Et d'ailleurs, il explique pas mal de peur par rapport à l'IA. Et par moment, le fait qu'on le traite de manière un peu différente d'autres outils. Et donc, en fait, non, l'IA n'est pas intelligente. L'IA, c'est des possibilités qu'on a définies, et soit j'entre dans cette possibilité, soit je n'y entre pas. Et après, bah, évidemment, ce qui nous impressionne, hein, c'est depuis qu'il y a l'IA générative, mais l'IA en tant que telle existe depuis des années. Si on prend un jeu vidéo, même quand il y avait en 1990, il y avait déjà de l'IA pour les petits personnages qui avaient des petites actions. Évidemment, elle était moins travaillée, mais il y avait déjà de l'IA. Donc l'IA n'est pas intelligente et c'est l'un des problèmes, notamment avec un des sources de risques qu'on verra tout à l'heure sur ce qu'on appelle soit les hallucinations, soit même des risques de discrimination ou des risques de mauvaises informations qui peuvent mener à des risques financiers, je dirais judiciaires, mais on en parlera après. Donc, et juste, j'aimerais faire un petit point là-dessus, c'est que moi, mon interprétation que j'ai, c'est que j'ai fait une expérience il y a quelques années à l'Agence spatiale européenne. Et ce qu'il disait, c'est qu'on n'arrête pas de dire on va aller sur Mars, on va aller sur Mars, en sachant pertinemment que c'est pas pour tout de suite, et voir, c'est pas que c'est impossible, mais on en est très loin, pour inciter, on doit pour permettre, autoriser, on va dire, des investissements massifs dans quelque chose qui fait rêver, pour justifier en fait des investissements dans quelque chose qui ne fait pas rêver. Par exemple, avec l'ISS. Il faut envoyer des étoiles dans les yeux. Je pense que l'IA, aujourd'hui, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que dans l'IA, on nous dit il va y avoir les robots, on entend partout que c'est Terminator qui va arriver, etc. Aujourd'hui, on en est en fait très, 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 très loin puisque l'IA n'est pas intelligente. Donc, ce n'est pas du tout le sujet. Et c'est plutôt pour justifier des investissements qui peuvent être utiles aujourd'hui pour des fonctionnalités, c'est pour ça que vous êtes là, qui peuvent nous aider en termes plutôt d'outils métiers et non pas quelque chose qui va aujourd'hui globalement nous remplacer, en tout cas, si c'est le cas, c'est à la marge. Un point, donc, pour commencer sur le sujet réellement, un petit point de contexte. En fait, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est, vous voyez, en fait, il y a une différence entre l'usage et l'encadrement de cet usage au sein des structures. C'est-à-dire que vous allez voir dans l'IA, il y a deux catégories d'usage de l'IA. Il y a moi, entreprise, moi, employé, qui utilise de l'IA, comme par exemple ChatGPT, en tant qu'outil métier. Ça, c'est le sondage ici. Et il y a après l'usage de l'IA que je vais, moi, intégrer à mon service IT pour pouvoir proposer une fonctionnalité basée sur l'IA. Et là, c'est encore autre chose. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça qui est intéressant, c'est que vous avez en fait près de 70% des salariés en entreprise, ou d'ailleurs dans tout type de structure, qui utilisent en fait des outils d'IA. On pense tous à OpenAI, ChatGPT, c'est surtout celui-ci. Mais en fait, il n'y a que 44% de structures qui l'encadrent, ce traitement, cette utilisation. Or, si vous ne l'encadrez pas, vous avez des risques, on en parlera tout à l'heure. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a cette évolution. Et nous, d'ailleurs, ça fait maintenant 2 ans, depuis que ChatGPT est arrivé, qu'on a des clients qui sont venus nous voir en disant, et pour beaucoup de RH, de DRH, en disant je suis un peu inquiet là.
Parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils font de mes données, je ne sais pas ce qu'ils font des données de mes clients. Ils les mettent dans le chat GPT, ils ne sont pas forcément sensibilisés comment je me protège. Et donc, il y a vraiment une problématique là-dessus qui commence à se structurer. Moi, dans nos clients, je pense que c'est plutôt mon avis, mais encore une fois, c'est pas moi qui fais le sondage. Je pense qu'on est plus proche des 100%. Et je pense qu'on est plus proche des 20% aujourd'hui. Mais en tout cas, ça montre quand même qu'il y a un décalage et qu'il faut se protéger. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. N'hésitez pas. Alors, l'IA, bah, ça pose un certain nombre de problèmes juridiques. Et ces problèmes juridiques, bah, s'il y en a un certain nombre, il y a des problèmes qui sont liés à l'usage de la data en tant que tel, la protection des données personnelles en tant que telle, et il y a l'usage lié à des choses qui ne sont pas forcément protégées par la propriété et la protection des données, mais vous avez différents thèmes. Par exemple, on pense tous, si on regarde tous la propriété intellectuelle, vous avez tous entendu parler de OpenAI qui s'est fait attaquer par le Times, par exemple, qui a dû faire un accord parce qu'il réutilisait les données sans autorisation, sans licence. De même pour Anthropic, qui a siphonné des millions de livres pour travailler sur son IA. Donc il y a des sujets de propriété intellectuelle, bien sûr. Il y a des sujets de droit des personnes. Et ça, on va en parler parce que OpenAI, ils ont été petit scoop, condamné pour ça, pour non-respect de certains droits. Et c'est l'un des sujets clés pour votre business, hein, si vous voulez que l'IA fonctionne et qu'elle soit acceptée. Il y a notamment ce sujet-là. Il y a évidemment le sujet de la réutilisation des données. Est-ce que je peux les réutiliser à mon compte? Est-ce que je peux les réutiliser pour le compte de mon client? Il y a tous ces points-là. Transfert de données, ça va être fondamental. Je pense que vous savez, vous êtes tous au courant que OpenAI, le cerveau, il est aux États-Unis et que DeepSeek, le cerveau, il est en Chine. Donc ça pose des problèmes. Et Shadow IA, on vient d'en parler avec le sujet d'avant, qui était ici. Hein. Ça, c'est le Shadow IA, c'est-à-dire l'usage par vos employés d'outils IA sans contrôle. Donc ça, c'est un problème. L'hallucination, on en a parlé, parce que comme l'IA n'est pas intelligente, elle peut dire des bêtises, ça peut mener à des problèmes. Et puis, sans hallucination, il peut y avoir des biais et des discriminations. Et ça, on va en parler aussi tout à l'heure, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très, très, très important. Il faut faire attention à ça. Alors, je vois qu'il y a une première question, et n'hésitez pas à poser des questions, encore une fois, à la suite. À chaque partie, j'essaierai de répondre aux questions. Donc, on a une question de Louise qui nous dit que dans leur structure, il y a un certain nombre de données sensibles, que tous les sites IA sont bloqués, et donc ils ont créé leur propre IA. Ils ont créé leur propre IA. Donc, la question, c'est est-ce que ChatGPT, notamment, peut garder les données? Pourquoi on fait ça? Effectivement, OpenAI pose un problème, on en parlera tout à l'heure, sur la sécurité et sur un certain nombre d'éléments, comme la réutilisation des données et comme la conservation des données. J'en parlerai encore un peu plus tout à l'heure, mais sachez que effectivement, si par exemple vos employés, on parlait de Shadow IT, vos employés utilisent sans structure du chat GPT, sachez que l'offre gratuite, par exemple, elle réutilise tout. Donc, si vous avez des employés qui vont mettre des bases de données de vos clients consommateurs dans OpenAI, vous avez un problème de risque. Ça, on en parlera effectivement tout à l'heure, mais c'est l'un des sujets, les principales craintes de l'usage. Et effectivement, c'est ça qui a mené à ce que nos clients viennent nous voir en nous alertant et en nous demandant de trouver des solutions. Alors, je vais être très rapide, je vais faire un tout petit peu de droit, mais très très rapide. Le but n'est vraiment pas d'être très juridique, c'est plutôt de vous montrer des exemples assez concrets, de vulgariser. Mais l'IA Act, bah, il existe depuis en fait pas longtemps. Et il est mis en application depuis à peine un mois. Donc par exemple, je vais être très très honnête, je ne me considère pas comme étant un expert au sens je ne vois pas comment je peux être expert en si peu de temps, en réalité. Oui, on l'a lu 100 fois, oui, on le connaît, oui, on pense que le connaître, mais en fait, vous le verrez, je prends comme exemple le RGPD. Le RGPD, il a fallu des années pour se l'approprier. Là, on a un droit nouveau. Donc, on ne devient pas expert en droit nouveau si rapidement. Il faut avoir un peu d'humilité, effectivement. Et donc, il y a des points sur lesquels on a besoin de décisions de justice qui vont affiner de propositions, de lignes directrices de la part des autorités de contrôle, comme la CNIL ou l'ARCOM, puisque ce sont les autorités de contrôle.
on a besoin de ces éléments-là pour prendre du recul et pour affiner certaines positions. Et vous voyez bien que si on prend l'exemple du RGPD, vous verrez que je parle beaucoup de RGPD parce qu'en fait, les deux sont extrêmement liés et qu'en fait, votre principal risque IA aujourd'hui, il est RGPD, il n'est pas RIA, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais le RIA, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de décision. On commence à peine à être challengé. Donc, évidemment, on connaît les textes, mais il y a toujours des subtilités qu'on ne pourra connaître que plus tard. Et on le voit déjà, nous, aujourd'hui. Je vous fais une petite aparté là-dessus. On a aujourd'hui dans nos clients, donc certains qui mettent en place de l'IA, je vous l'ai dit, je pense que sur nos 500 clients, je pense qu'on en a bien à la louche 45-50% qui ont décidé de mettre en place depuis 2 ans des outils d'IA dans leur fonctionnalité, ou on a des clients qui sont des services IA. On a un des clients là récemment qui veut mettre en place un service dans le RH et qui pourrait entrer dans le haut risque. Et donc, nous sommes, nous, en discussion en interne sur savoir est-ce qu'on est pour ce traitement-là dans le haut risque ou pas. Je suis désolé, je ne peux pas donner exactement l'exemple typique parce que pour le coup, c'est confidentiel évidemment, mais sachez que c'est dans le RH et pour faire de la prédiction dans certaines situations de risque. Et donc, en fait, on se pose la question est-ce que c'est à haut risque ou pas et en fait, c'est intéressant de voir que là, on a besoin demain de ligne directrice pour se positionner, parce que là, il y a presque une question d'éthique ou de perception qui va jouer pour savoir si on est dedans ou pas dedans. Et voilà, ça, il faut bien avoir conscience. Et le RIA, concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour faire très simple, c'est une surcouche du RGPD, concrètement. Et vous avez en fait, vous avez des traitements qui sont considérés comme interdits tout de suite. Tout le monde comprend pourquoi ils sont interdits et tant mieux. Typiquement, faire de l'IA comme en Chine qui fait du scoring sur les personnes afin de pouvoir faire des notations citoyennes et de nous enlever ou pas des droits, de nous exclure de certains types de droits. Évidemment, c'est interdit et on est tous contents que ça soit interdit. Il y a celles à haut risque et là, c'est celles qui font le plus parler, celles qui font le plus peur aux entrepreneurs. Évidemment, les hauts risques, est-ce qu'on est dedans ou pas? Parce que si on est à haut risque, il y a énormément de contraintes et des choses compliquées à mettre en place. Hein. Un marquage CE, des cahiers techniques très complexes, etc. Mais c'est normal, moi ça me paraît justifié vu le risque, mais néanmoins c'est un sujet. Et il y a évidemment les risques faibles. Donc là, ça va être l'essentiel en fait des projets IA. Et vous allez voir en fait l'essentiel des projets IA donc sont des risques faibles. Et si c'est un risque faible, en fait, il n'y a quasiment rien à faire. Et vous avez, enfin, sur le volet RIA, c'est là que par contre, vous tombez sur le volet RGPD. Donc, juste un petit point. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que le RGPD et le règlement IA, c'est important de savoir que c'est le règlement, parce qu'un règlement européen, ça c'est une sorte de loi fédérale qui s'applique partout dans toute l'Union européenne, en France, en Roumanie, en Bulgarie, en Italie, etc. Donc si vous respectez ces deux réglementations dans un pays et que vous êtes conforme, si vous avez un projet IA qui a vocation à être dans toute l'Union européenne, ça sera facile. Ça, c'est important. Hop. Là, je vais très très rapidement. Bon, il y a 3 acteurs essentiels dans le RIA. Vous avez évidemment, vous avez l'utilisateur final, c'est nous. Voilà, on traite les données. Vous avez le déployeur, c'est celui qui va, par exemple, mettre en place des outils prenant de l'IA. Donc, je pense par exemple, à nos clients Nita, Tomorrow. Et il y a, moi, ce que j'appelle maintenant l'OPEP, hein, en fait, parce que vous avez ceux qui, en fait, fournissent le pétrole. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Vous avez OpenAI, Mistral, DeepSeek, Anthropic, concrètement, c'est à peu près les 4 principaux. Et eux, en fait, c'est l'OPEP. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, c'est eux qui tirent le pétrole et ils vont donner le pétrole aux déployeurs qui vont faire du plastique, des t-shirts, ce qu'ils veulent avec. C'est vraiment ça, comme ça qu'il faut le penser. Et en fait, le RIA, il met essentiellement, et l'essentiel des mesures, elles sont sur eux, ce qui est normal. Et une partie sur eux s'ils font uniquement des trucs très dangereux. L'essentiel des traitements, encore une fois, vous verrez, et je tiens à insister là-dessus parce que beaucoup de gens font une usine à gaz, tant du RGPD que du RIA. On peut rendre tout compliqué. La réalité, c'est qu'un chat GPT, par exemple, si vous faites un chat, vous êtes une IA simple. Sur le RIA, vous n'avez quasiment rien de supplémentaire. Par contre, vous avez des obligations liées au RGPD, mais qui ne changent pas ce qui existait avant. Okay. Et petit dernier slide sur cette introduction que j'aime beaucoup, parce que c'est ce qu'on voit fréquemment et ce qui est important de noter, c'est effectivement, il y a vraiment un récit.
Il y a un récit qui existe qui dit les États-Unis innovent, l'Union européenne régule et la Chine copie. Ce récit, il n'est pas vrai. Les États-Unis, ils régulent à fond. Hein. Tout le monde pense que, par exemple, la protection des données, ça n'existe pas aux États-Unis. Que nenni. Nous, on a un client qui est dans l'enseignement, il se lance aux États-Unis, je ne sais plus quel est le pays, c'est l'Utah, l'Ohio, je ne sais pas. Il y a une loi sectorielle de protection des données que dans cet État pour, par exemple, la protection des données des enfants. Et ça, personne ne le sait, par exemple. Donc, en fait, ils régulent à fond. Euh, et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience parce que, en fait, la réalité, c'est que d'ailleurs, tous les États ont des droits un peu différents par rapport à la Constitution. Et il faut, par exemple, là-bas, un avocat quasiment dans chaque État par moment. Moi, je vous ai dit, le RGPD, c'est un règlement et le RIA, c'est un règlement. Donc, dès lors que vous le respectez dans un État membre, vous le respectez pour tous. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, en termes de déploiement et en termes d'innovation, c'est beaucoup plus facile. Et je vous donnerai des exemples sur le fait que on nous dit que l'IA, c'est un frein, enfin, la réglementation, c'est un frein à à l'innovation. Ça, pareil, c'est un récit. Et c'est un récit qui se déconstruit très facilement. Je vous donne un exemple. La loi pour la confiance en l'économie numérique de 2004 a été une loi qui a encadré l'usage et la vente, notamment e-commerce en ligne. Ça a fait exploser l'Internet. C'est cette loi qui a encadré et qui a permis de donner confiance aux gens, qui a explosé, qui a permis de créer un boom en ligne. Il n'y a pas que ça. Hein, on voit bien, nous, que par exemple, il y a beaucoup de freins. Le RGPD et le RIA ne créent pas, en fait, n'interdisent pas, ils n'empêchent pas, ils encadrent. Et cet encadrement, on le verra après, il vous prévient de risques et pas des moindres. Euh, alors, on peut attendre 2026 pour s'y mettre. Attention, parce que ça, je comprends la logique. Hein. Moi, je suis entrepreneur aussi, puisque maintenant j'ai créé ma structure. Évidemment, tous, on a envie d'attendre le dernier moment parce que on a tous plein de priorités et je suis le premier à le comprendre. En fait, le problème, c'est que vous ne pouvez plus attendre 2026. Pourquoi 2026? Parce que le RIA, il va entrer en fur et à mesure en vigueur, euh, notamment pour le haut risque. Si vous attendez 2026, vous ne vendrez pas. Le vrai risque, on le verra après, c'est un risque business. Si vous ne faites pas maintenant, vous ne vendez pas. Donc en fait, oui, pour les sanctions, c'est peut-être plus tard, mais la vraie sanction pour vous, c'est de ne pas vendre. Ça, il faut le faire maintenant. L'IA ne concerne que les gens de la tech, mais c'est pas vrai, parce qu'on a vu que c'était par une typologie de risque. Hein. Donc, moi, je peux être une petite structure et faire de la surveillance algorithmique. Je serais évidemment concerné par le RIA. Et est-ce que c'est purement technique et pas juridique? Ça, on le voit souvent. Quand vous avez développé votre IA, il y a des enjeux techniques, je ne dirais pas le contraire, mais une fois qu'elle est développée, c'est le juridique qui entre en jeu. Et celui qui va vous empêcher de vendre, ce n'est pas le technique, c'est le juridique. Et celui qui va vous causer des risques financiers, judiciaires et compagnie, c'est le juridique, ce n'est pas le technique. Donc, le juridique, en fait, il est tout aussi important que le technique. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, c'est que les deux sont importants. Et je finirai sur un dernier truc que nous disent beaucoup nos clients, c'est non, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de données. Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que par exemple des logs, ce n'est pas des données, l'adresse IP, ce n'est pas des données. Si, il y a énormément de données et il y a quasiment toujours des données dans les projets IA. Et en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est une extension. Alors, j'ai fini de parler, donc je vais regarder un peu les questions. Il y en a eu pas mal, je vous remercie. Alors, tac. Euh, alors, quel est le niveau de risque au sens RIA d'une IA générative? Alors, l'IA générative, elle n'est pas forcément à haut risque en tant que telle. Ce qui peut poser du haut risque, c'est sa finalité plutôt. Est-ce qu'elle va être basée par exemple, est-ce qu'elle peut, en fait, résumons de la manière, est-ce qu'elle peut créer un danger pour les droits et libertés des personnes? Est-ce qu'elle peut créer des discriminations? Ça va plutôt être ça qui va être pris en compte plutôt par finalité que par outil. Parce que quasiment tout est basé sur l'IA générative maintenant. Donc, c'est plutôt lié à la finalité. Je vais prendre quelques autres questions. Tac, tac, tac. Alors, qu'en est-il de Claude et du chat Mistral AI sur la protection des données et l'utilisation? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, sachez que quand vous utilisez un outil, vous êtes censé avoir vérifié qu'il était conforme au RIA et au RGPD. Donc, normalement, il faut vérifier la conformité des outils, des chats, OpenAI, ChatGPT, Mistral AI, etc. La réalité, ne soyons honnêtes, c'est que nous, DPO, on a beau être l'un des principaux DPO externalisés de France avec 500 clients, on n'est rien par rapport à ces gens-là. Ils ne nous répondront jamais à nos audits. Les seuls qui peuvent donc garantir si c'est conforme ou pas conforme, c'est les autorités de contrôle. Et on en parlera après parce qu'il y a un sujet là-dessus.
Mais donc ça, effectivement, moi, tant que la CNIL n'a pas dit celui-ci ou celui-là n'est pas conforme, moi, je n'ai pas la capacité, puisqu'on ne me répondra jamais, de le savoir. Puisque pour le savoir, encore une fois, il faut que je pose un certain nombre de questions et que j'aille au fond des choses. Sinon sur l'apparence, on peut faire croire beaucoup de choses. Je prends une dernière question sur cette étape. Il existe aussi les petits acteurs qui développent leur propre IA. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les IA. Les grandes IA, effectivement, il y a les gros acteurs. Alors, tout à fait, il y a différents acteurs. Il y a même l'open source, hein, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est plutôt lié à une question de performance. Mais pour vous dire quand même, Alexandre, par rapport à votre question, vous avez raison de le dire. Mais aujourd'hui, pour des questions de performance, les acteurs se tournent surtout sur les gros. Et nous, ce qu'on voit en termes j'ai pas fait la probabilité, mais ce qu'on voit vraiment en termes pas de probabilité, pardon, de volume, c'est que vous avez 90% et plus de nos clients, quand ils utilisent de l'IA, c'est OpenAI. On va dire 5%, c'est du Anthropic, et 5%, c'est du Mistral. DeepSeek, on comprend tous pourquoi, c'est zéro. Franchement, on ne le voit jamais, et les autres, on ne les voit jamais. Voilà, jamais. Donc, et c'est vraiment 90% et plus de l'OpenAI. Je vais donc poursuivre et je reprendrai les questions après. Et sachez qu'il y aura une session après, si je n'ai pas été trop long, si je ne suis pas trop bavard, de questions-réponses à la fin. Alors, évidemment, ça c'est un point important. Le RIA, en fait, c'est une surcouche du RGPD. Et les IA interdites, elles traitent pour 100% des données personnelles. C'est parce qu'elles traitent des données personnelles importantes et dangereuses qu'elles sont interdites. Les IA à haut risque, c'est parce qu'elles traitent des données personnelles dans des finalités dangereuses qu'elles sont à haut risque. Vous n'aurez jamais une IA interdite ou à haut risque qui ne traite pas des données personnelles. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand vous mettez en place un projet IA, et donc là, par exemple, on a deux exemples, hein, Nutai Praise, vous avez les deux couches potentiellement. Mais typiquement, Nutai Praise, ce sont des outils, par exemple, d'enregistrement de visio et de fourniture de procès-verbaux intelligents. Ce n'est pas une IA au risque. Elle ne tombe pas dans les critères d'IA au risque. Pour rappel, hein, c'est encore une fois, mais j'aime bien définir par le fait que c'est plutôt tout ce qui va venir avec discrimination dans le RH, dans le recrutement, dans tous ces thèmes-là. C'est pas le cas ici. Et donc, ce n'est pas une IA au risque. Donc, pour le RGPD, pour le RIA, pardon, ben, en fait, ils n'ont qu'une obligation potentiellement de transparence, c'est-à-dire de dire il y a de l'IA, mais en fait, cette obligation de transparence, c'est que dans des cas particuliers, si les gens ne savent pas quelle IA derrière. Là, on le sait. Donc, en fait, il n'y a même quasiment rien. C'est par contre full RGPD. Là, sur le RGPD, vous avez plus un sujet. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils sont très, très challengés. D'accord? Donc, ça, c'est important d'avoir conscience. C'est que le RIA, en fait, concrètement, pour faire simple, il va s'appliquer à des traitements très particuliers liés à du haut risque. Et c'est là où, par contre, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans, on aura besoin de plus, de plus affiner. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a dit qu'il y avait des guidelines. Oui, c'est vrai, mais des guidelines, ce n'est pas une décision de justice, ce n'est pas des cas pratiques, c'est déjà très bien, hein, ça permet d'expliquer certains points, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ce qui marche le plus, ça va être évidemment des décisions des autorités de contrôle. Donc ça, je vais passer très très vite. Concrètement, vous avez compris, les deux textes, ils sont miroirs, ils se complètent, et donc vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Hop. Oui, Alexandre, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais en tout cas, sur les IA, effectivement, il y en a d'autres, et donc il ne faut pas hésiter à utiliser, notamment de l'open source. Je vais prendre deux, trois questions, vu qu'on est là, on passe sur notre thème. Alors, est-ce que certaines IA ont des clauses professionnelles possibles de non d'utilisation des données qui peuvent suffire pour utiliser le modèle en confiance et conformément au RGPD? Alors, c'est effectivement une question importante. Normalement, alors, hors LLM avec un modèle en local. Alors, si c'est du modèle en local, donc c'est de l'open source que je mets chez moi, là, vous n'avez pas de problème, puisque si c'est chez moi, en fait, il n'y a rien qui sort. Vous n'êtes pas connecté à ce que je dis l'OPEP, vous n'êtes pas connecté à eux, vous n'avez pas de tuyaux vers chez eux, et donc, il n'y a rien qui sort. Tout reste chez vous, donc là-dessus, vous n'avez même pas besoin de clause sur ce volet-là, puisqu'en fait, ils ne sont pas acteurs. Par contre, vous avez peut-être des obligations, vous, et la différence, elle va être liée à là, c'est que vous, si vous mettez en place, vous prenez de l'open source, vous le mettez chez vous, et que vous développez des fonctionnalités avec ce modèle, vous n'êtes pas exonéré
de ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire de vous assurer que votre outil il est conforme notamment au RGPD dès la conception. Hein. Et donc, par exemple, exemple concret, c'est est-ce que vous avez pensé dès le début à la durée de conservation des données? Est-ce que vous avez pensé dès le début à si quelqu'un fait une demande de suppression de données, un de vos clients, par exemple, imaginons que vous êtes en e-commerce, vous avez une demande de suppression, est-ce que vous avez développé un moyen d'aller récupérer la donnée qui est partie dans les méandres de l'IA? Est-ce que vous êtes en capacité de les récupérer ou pas? Par exemple, ça, c'est des questions à se poser. Et si vous ne vous êtes pas posé ces questions, vous allez avoir un problème de développement après. On en parlera tout petit peu après. Et je vais prendre une autre question. Donc, il y a par exemple Granny qui dit quid des droits d'auteur sur les contenus crawlés par les IA? Quelles sont les possibilités de bloquer l'IA? Alors, là, on est effectivement dans un sujet, l'un des rares cas, enfin, rares, en tout cas les sujets qui peuvent exister aujourd'hui qui ne sont pas liés à de la donnée personnelle. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on les personnes ont des droits d'auteur. Hein, voilà. Si vous êtes auteur, vous avez des droits dessus de propriété intellectuelle que vous pouvez faire valoir. La question, c'est justement de l'identifier, de le savoir. C'est tout le sujet des contentieux qu'il y a entre OpenAI et New York Times, par exemple, mais pas que. C'est comment démontrer que en fait, votre travail a été récupéré. C'est important de le savoir. D'accord. Mais ça, c'est une question de preuve et c'est tout le sujet et toute la difficulté technique. Alors, scoop, OpenAI n'est pas conforme au RGPD. Et oui, OpenAI, c'est en fait, je vous ai dit tout à l'heure que le RGPD, c'était un règlement européen, donc c'est-à-dire une sorte de loi fédérale qui s'applique de la même manière dans toute l'Union européenne. Donc ça veut dire que c'est les mêmes règles en France ou en Italie. Or, l'autorité de contrôle italienne, la CNIL italienne, a en décembre dernier, c'est quand même pas longtemps, considéré qu'OpenAI, ils ont quand même pris 15 millions d'euros pour non-conformité au RGPD. Donc, ça veut dire que normalement, vu que c'est les mêmes règles, c'est pas conforme en France. Bon, la CNIL ne s'est pas prononcée. Donc, pour l'instant, on est dans une sorte de flou, mais la réalité, c'est que normalement, la CNIL devrait se prononcer elle devrait normalement s'aligner sur la décision de l'autorité de contrôle italienne. Et je vous donne un exemple. Donc, par rapport à une question qui était posée tout à l'heure, je ne voulais pas le répondre tout de suite. C'était sur ChatGPT, si jamais ils réutilisent les données, etc. Et si jamais je prends les contrats et compagnie. J'ai découvert la semaine dernière que même si vous payez, par défaut, il précoche un consentement qui les autorise à réutiliser vos données pro pour son compte. Donc, alors que normalement, dans le RGPD, il y a le principe de privacy by design, c'est-à-dire que vous devez être protégé par défaut, dès la conception. Donc, ça veut dire que normalement, la case pour la réutilisation de vos données, elle doit être décochée. Et bien là, même quand vous payez, elle est cochée. Donc, rien que pour ça, ils doivent être condamnés. Et rien que pour ça, ils ne sont pas conformes. D'accord. Donc, n'oubliez pas ça. OpenAI, c'est pas conforme. Et il y avait une question tout à l'heure un peu par rapport aux typologies de contrat, est-ce que je signe ou pas? C'est là toute la difficulté du droit. C'est que c'est très bien le droit, c'est très bien un contrat, mais si je ne peux pas m'assurer qu'il est respecté, ben, en fait, il ne vaut pas grand-chose. Et on peut ne pas avoir une grande confiance envers cet outil qui, par essence et par activité économique, c'est son business model, a vocation à prendre le plus de données possible. Et quand on voit voilà, qu'il triche ces choses-là, on peut ne pas avoir confiance. Donc, ça, c'est un point. Sachez que DeepSeek a été aussi pas sanctionné pas loin par l'autorité luxembourgeoise. C'est intéressant aussi. Donc, DeepSeek, ça pose un problème. Je vais prendre deux, trois questions. Hop. Jean-Paul, nous faisons du LLM local pour l'analysation des noms et prénoms qui extrait le contenu dans des actes et libérations pour des collectivités. Si je comprends bien, nous sommes donc cohérents, nous avons des concurrents qui font avec des web services à travers OpenAI via les API, sont tous non conformes dans ce cas-là. Alors, c'est toute la difficulté. Normalement, si on était ayatollah du RGPD et qu'on se dit ce que je viens de vous dire, bah, normalement, il ne devrait pas être conforme s'ils utilisent OpenAI. Toutefois, la CNIL ne s'est jamais prononcée. Et je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas, moi, la capacité de dire aujourd'hui OpenAI est conforme ou pas conforme. Ils ne me répondront jamais. Donc, je ne peux que me baser sur des éléments et sur ce que va dire l'autorité de contrôle, et aussi sur des choses qui peuvent arriver, j'en parlerai un petit peu après, et donc essayer de vous prévenir sur des risques, et essayer de les réduire. Mais par contre,
Est-ce qu'ils peuvent être condamnés aujourd'hui pour usage d'OpenAI et être considérés comme non conforme? La réponse est non. Parce que si la CNIL ne peut pas condamner une structure qui utilise OpenAI alors qu'elle n'a jamais condamné OpenAI. Ça serait étonnant. Donc, ce n'est pas le cas. Par contre, l'usage d'un LLM local vous permet d'avoir plus de sécurité, de mieux maîtriser. Et si vous avez vocation, alors là, de ce que je comprends, je ne sais pas si c'est vous le vendez, c'est un service que vous vendez ou c'est du public, mais si vous avez vocation à le vendre, ça sera beaucoup plus simple, surtout pour le public, à pouvoir le vendre. Vous aurez moins de freins, indéniablement. Ça c'est pour les mairies. Donc, bah, voilà. Les mairies, les collectivités, évidemment, il y a une grande sensibilité là-dessus. Et donc, il y a une inquiétude par rapport à ces outils. Et OpenAI, dont on va en parler après, souvent peut être un frein au business. Et justement, on en vient là. En fait, le premier risque RGPD et RIA que vous avez, c'est pas les sanctions financières, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas la CNIL. Je ne dis pas que la CNIL ne peut pas être un risque, mais la CNIL, elle fait ce qu'elle peut. Elle essaie de sanctionner le maximum possible de structures qui ne respectent pas, mais elle a des moyens quand même limités. Elle ne peut pas aller voir tout le monde. Le principal risque, il est business, et ça, on le voit tous les jours. Pour le coup, depuis 2 ans, depuis qu'il y a l'IA, on le voit tous les jours. Le risque, c'est vous développez un outil, vous ne vous êtes pas assuré qu'il était conforme RGPD et conforme RIA s'il le faut. Vous l'avez développé, donc vous avez l'aspect technique qui est terminé. Vous allez le vendre, et là, vous avez un service juridique ou un DPO qui vous dit démontre-moi que cet outil respecte les données des personnes concernées, qui peuvent être des salariés, des bénéficiaires, des consommateurs. Si vous n'êtes pas en capacité de le démontrer, ou si vous ne pouvez pas rassurer, vous ne vendrez pas. Et l'un des principaux risques, par exemple, qu'on voit, typiquement, et nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est si vous utilisez OpenAI, si votre cible, c'est par exemple du e-commerce ou des moyens comptes, ETI grands comptes, globalement, vous ne vendrez plus. Tous les clients qui ont voulu utiliser de OpenAI via API, les structures, leurs clients, qui ont l'obligation de les contrôler avant, leur ont demandé qu'est-ce que vous utilisez comme IA, LLM. OpenAI, non, le cerveau il est aux États-Unis, je ne sais pas ce qui se passe, il y a forcément des transferts, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec mes données, c'est hors de question, vous ne le prenez pas. Et donc, le frein, il est d'abord business. Parce que si vous avez développé, et nous c'est arrivé avec des clients qui avaient oublié de venir nous voir en amont, ils ont développé leur système. Ils ont mis plusieurs mois à le développer. Ils arrivent, ils le mettent en vente, et là, patatras, en fait, ils voient qu'ils ne peuvent pas le vendre parce qu'en fait, ils n'ont pas prévu en amont tous ces garde-fous. Et ça, c'est vraiment l'un des problèmes, parce que ça veut dire que vous devez revenir sur votre roadmap, tout changer, refaire des développements. Vous imaginez, c'est la catastrophe. Limite, les 3 quarts du temps, on laisse tomber. Et je vous donne un exemple que je trouve assez. Il y a l'exemple WeTransfer qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est que WeTransfer, ils ont voulu l'utiliser et faire ça un peu en soum-soum. Ça, c'est su. Ils se font attaquer, ils perdent des clients, etc. Donc, voilà, le premier risque, en fait, il est business. Et ça, les gens ne le savent pas. Il est d'abord business. Et après, il y a d'autres risques qui se cumulent. Donc, risque financier, on a parlé, mais il y a le risque judiciaire. Et oui, et celui-là est très important. Je vous donne un exemple de choses que j'ai vues. Par exemple, c'est vous avez un outil, enfin un service qui vise à vous prêter du matériel. Et ils veulent, évidemment, comme il y a beaucoup de vols, ils veulent vérifier en amont le profil de la personne pour s'assurer que la personne n'est pas forcément, il n'y a pas de risque de vol. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un KYC, c'est-à-dire un moyen d'identifier la personne avec de l'IA. Or, ils l'avaient développé avec des critères qui n'étaient pas forcément très jojo. Par exemple, si je viens de Saint-Denis, je suis considéré comme beaucoup plus comme un voleur. Si je viens de Neuilly, je ne suis pas forcément considéré comme un voleur. C'est évidemment discriminatoire. Ça peut poser des problèmes. Et évidemment, si vous vendez des services qui sont par essence discriminatoires, volontairement ou pas, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ces biais, on parlait de biais tout à l'heure, c'est typiquement ça. Eh bien, non seulement votre service il marche moins bien, mais en plus, vous prenez des risques. Et typiquement, quand ils ont changé ça, les résultats étaient meilleurs. Donc, ça montre bien que c'était en fait une discrimination qui était basée sur un biais qui était faux. Et je vous donne un autre exemple qui, là, moi, je n'ai pas connu, je l'ai vu, c'était il y a quelques années. C'était
Amazon, il y a à peu près 10 ans, parce que je vous disais, l'IA, c'est pas aujourd'hui. Il y a 10 ans, Amazon a voulu faire un outil de sélection de candidats pour aller plus vite. Or, bah, c'était des hommes qui développaient. En développant, ils ont mis des critères d'hommes. Et donc, quand ils ont commencé à le déployer, donc ça a mis plusieurs mois de développement, ça coûtait énormément d'argent, ils le mettent en place, ils sont très contents, et puis au bout d'un moment, ils se disent, c'est bizarre, on recrute plus de femmes. Puis, comment c'est possible? Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis dans la mise en œuvre, comme ils n'avaient pas réfléchi en amont à ça, ils ont mis des traitements, des données qui étaient discriminatoires, des critères discriminatoires, et donc en fait, il n'y avait plus de femmes, donc ils ont dû tout arrêter. Donc, par exemple, quand on nous dit le RGPD et le RIA, c'est un frein au business, là, c'est l'exemple typique que c'est pas vrai. Parce qu'ils auraient eu le RGPD, ils auraient dû penser en amont à ça, mettre en place des analyses d'impact, s'assurer que machin, ça aurait été un peu plus long au début, mais après, leur système, il aurait fonctionné. Là, ils l'ont juste laissé tomber. Ils ont juste perdu du temps et de l'argent. Et ça, c'est encore une fois, nous, on le voit. Hein. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est un frein. C'est pas vrai. Et je vous donne un autre exemple. Il y a 2 mois, 3 mois, j'avais fait une intervention sur le sujet de l'IA et j'étais confronté à un entrepreneur qui fournissait un service de recrutement sur le même système, hein, recrutement basé sur l'IA et compagnie. Et il pestait contre le RIA parce que déjà, il pensait être à haut risque parce que ses avocats lui avaient dit qu'il était à haut risque. Alors que nenni, il n'était pas au risque. Donc déjà, il se montait le bourrichon tout seul en disant il faut que je mette la marque HCE, etc. Ça va être terrible. Il a raison. Il aurait fallu faire tout ça, ça aurait été totalement disproportionné. Mais en fait, c'est juste que déjà, il se trompait. Bon. Et ensuite, il me justifiait que finalement, c'était pas si grave si son IA, elle marchait pas si bien par moment et qu'elle discriminait des gens par moment le temps que ça s'entraîne. Et bon, c'était pas si grave. En fait, on est dans un état de droit. Il n'y a même pas le RGPD, il n'y a même pas le RIA. C'est juste qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. S'il y a des discriminations, c'est même du pénal potentiellement. Et on peut engager la responsabilité de votre client. Et donc, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, je lui donnais comme exemple, c'est comme si on me disait, j'ai créé la première fois que je crée la voiture, je suis Monsieur Ford, je crée la voiture. Enfin, c'est pas lui qui a créé la voiture, mais peu importe. Et je mets juste 4 roues, j'oublie de mettre les freins, et puis je me dis, bon, finalement, si ça s'arrêtera, puis ça s'arrête pas, c'est pas grave. S'il y aura quelques accidents, et puis je vais le travailler. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, la réglementation, elle vise normalement à prévenir aussi ça. Et donc, prenez-le comme un investissement. En fait, le RGPD et le RIA, c'est plutôt éthiquement, et en termes déjà éthiquement, c'est très positif. Et en fait, ça va même vous aider à avoir des meilleurs résultats. Hein. Je vous donne l'exemple, encore une fois, de ce qui s'est passé pour le recrutement et pour le KYC. Si je me base sur des faits objectifs, j'ai des meilleurs résultats. Donc, en fait, c'est pas vrai. Risque de sécurité. Effectivement, vous avez tous entendu parler des problèmes de cybersécurité, OpenAI en a eu, etc. Et donc, il y a des risques de sanctions prévus par le RIA d'abord, surtout pour les traitements interdits et pour les traitements au risque. Là, il y a des grosses sanctions, mais en fait, comme je vous l'ai dit, ça concerne en vrai pas grand monde. Et les sanctions qui peuvent se cumuler avec le RGPD. Je vais prendre quelques questions. Je regarde l'heure. Ah oui, ça passe vite. Hop, Alors, je vais prendre 2 questions. Bonjour, si mon service est la collecte de données dans le milieu de la santé, quel risque encourt ma société? Alors, déjà, effectivement, santé, données sensibles au sens du RGPD, donc beaucoup plus important. Typiquement, si vous avez de l'IA, ça dépend si vous êtes dans le soin en tant que tel ou pas. Là, c'est pour les professionnels de santé, donc c'est dans le soin, vous le dites. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit a priori du HDS. Donc, vous ne pouvez pas forcément prendre les outils tels que OpenAI et compagnie. Vous êtes obligé de les mettre, sinon de les prendre en open source, de les mettre dans du HDS. Et il y a, parce que j'en ai parlé ce matin avec mon équipe, parce que nous, on a une équipe santé, parce qu'on a 180 clients en santé, justement, et on posait cette question, et elle me disait, la responsable, la manager de l'équipe, que typiquement, il y avait de plus en plus d'IA qui commençaient à se créer sur ce volet-là pour pouvoir respecter les réglementations IA. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais ça se développe. Et donc, les risques, ils sont presque plus importants pour la santé parce que les sanctions sont plus élevées du fait de la donnée. Et là, il y a Hervé qui nous dit pour le recrutement, existe-t-il un ATS qui est compliant RGPD IA avec l'hébergement de données en France ou dans l'UE? Alors, je suis désolé, en fait, j'ai un trou. C'est quoi l'ATS déjà? Il faut me le dire, s'il vous plaît, et je vous répondrai. Et en attendant, je vais avancer. Donc, je suis sur la suite. Hop. Donc, solution concrète pour maîtriser l'IA. Donc, il y a 2 types de situations. Moi, quand mes équipes, elles utilisent l'IA, qu'est-ce que je fais? Elles utilisent l'IA, je dois l'encadrer.
Donc, vous regardez quels prestataires, quels sont les besoins de vos clients, enfin, pardon, de vos employés. Quels sont les besoins de vos employés en termes d'IA, d'outils. Donc, vérifiez ça. Une fois que vous avez vérifié, bah, effectivement, vous prenez les offres les plus adaptées, les plus sécurisées. Ça peut être du Mistral, ça peut être autre chose. Vous sensibilisez vos équipes sur l'utilisation. L'un des trucs les plus importants. Vous ne ferez jamais derrière tous vos salariés sur l'usage. Donc, il faut évidemment les, comment dire, les sensibiliser sur le fait qu'ils ne peuvent pas utiliser l'IA n'importe comment. D'accord. Depuis pas longtemps, il y a une décision de justice. Bon, c'est le tribunal judiciaire, donc c'est vraiment, ça n'a pas encore été confirmé, mais que pour certains types d'IA, d'outils, vous devez solliciter, si vous en avez un, votre CSE. Parce que c'est une nouvelle technologie, donc ça implique de solliciter le CSE pour les outils de travail. Et évidemment, une charte IA que vous allez, si vous avez un CSE, enfin un règlement intérieur, l'annexer, soit faire, comment dire, soit faire signer à vos salariés si vous n'avez pas de règlement intérieur, afin de le rendre contraignant. Et donc, cette charte IA, elle va se cumuler avec la sensibilisation, c'est-à-dire que vous avez la prévention et le bâton. Et sinon, ça ne marche pas. Alors, merci Hervé, vous avez répondu. Logiciel pour gérer les candidatures dans les entreprises ou les cabinets. Donc, est-ce qu'il en existe des compliance RGPD oui, en fait, il en existe pas mal, hein. Nous, on en a des clients qui font ça. Par exemple, je pense à Calent qui fait ce genre de choses, hein. Et eux, ils s'assurent effectivement de respecter le RGPD et le RIA s'ils sont concernés. Donc, vous en avez évidemment. Par contre, vous avez, vous, l'obligation de vous assurer que c'est le cas. Donc, c'est-à-dire qu'avant de le recruter, vous devez vérifier qu'il est conforme au RGPD et au RIA si jamais il est concerné. Pour ce type d'outil, ça sera surtout du RGPD. Qu'est-ce que quasiment rien. Là, j'ai pas la référence, je m'en souviens plus, mais elle est assez récente pour Valérie, pour le tribunal judiciaire. Il faudra vous la trouver, mais elle est assez récente. Euh, je crois que c'était il y a 3 mois à peu près. Hop, hop. Alors, est-ce que vous intégrez l'IA à vos produits? Donc là, c'est si jamais vous le développez en interne, votre outil, là, c'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Typiquement, vous devez vous assurer que les prestataires que vous utilisez dedans, donc les outils d'IA sont conformes, euh, votre outil en tant que tel que vous développez a respecté toutes les exigences. Vous avez toutes les exigences du RGPD et du RIA, de la transparence, tous ces volets-là. Vous devez donc, parce qu'en fait, beaucoup pensent que j'ai pris une IA ou une fonctionnalité d'IA qui est conforme, je n'ai plus rien à faire. Si vous l'intégrez à votre outil, c'est vous le responsable de traitement qui êtes responsable de vous assurer que, un, les outils que vous utilisez sont conformes, et deux, que votre outil tel qu'il est développé est conforme. Donc, par exemple, si vous prenez un chat, que vous le développez, vous devez vous assurer que vous respectez vos obligations en tant qu'éditeur. Donc, ça va concerner la réutilisation des datas. Est-ce que j'ai le droit et comment? Est-ce que c'est pour mon compte? Est-ce que c'est que pour le compte de mes clients? On l'a eu ce matin, le sujet en santé, pour vous dire, par exemple, hein. Chat de santé, outil de partage d'informations entre médecins. Est-ce que je peux utiliser de l'IA? Il y a ces questions, par exemple. Euh, et un autre scoop, j'avais dit que j'en parlerais, c'est que soyez vigilants, c'est quasi sûr que dans un an, OpenAI, c'est interdit. Pourquoi? Parce que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Schrems, de la décision Schrems 2. C'était une décision qui a abouti à l'interdiction de Google Analytics en France pendant plusieurs mois. Je m'explique. Le principe du RGPD, c'est que les transferts en dehors de l'Union européenne sont interdits. C'est interdit. Ils ne sont possibles que sous exception. L'une des exceptions, c'est de pouvoir avoir un accord international, notamment entre deux pays, deux blocs. Là, en l'occurrence, vous avez donc ce qui s'appelle des décisions d'adéquation qu'il y a eu entre la Commission européenne et le service, le ministère de l'économie américaine pour mettre en place un accord qui vise normalement à protéger les données des Européens et donc à permettre des transferts de manière sans contrainte. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a eu un premier, Schrems 1, c'est une personne qui est allée devant la Cour de justice de l'Union européenne, elle a fait censurer la première décision. Après, il y en a eu un deuxième, nouvelle censure, ce qui a abouti donc à l'interdiction de transfert. Et donc, si on transférait, Google Analytics continuait à transférer des données, ils ont été interdits pour ça.
Là, on sait déjà, parce qu'en fait, suite à la deuxième censure, il y a eu un nouveau texte qui a été fait sous le gouvernement Biden, qui vise à protéger nos données. C'est celui-là qui permet le transfert de données. Or, vous prenez OpenAI, son cerveau, il est aux États-Unis. Il y en a certains qui disent, et notamment OpenAI, mais non, 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 tout est en Europe, tout est en Europe. Non, non. Le résultat de vos recherches peut être hébergé chez Azure en Europe. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche que le moteur, le cerveau, il est aux États-Unis. Donc, vous avez forcément un transfert avec potentiellement des choses qui se passent là-bas et potentiellement des hébergements, des stockages là-bas. Et ça, c'est techniquement obligatoire, puisqu'il n'y a rien en France. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce qui va se passer, on le sait déjà, première semaine où est arrivé M. Trump au pouvoir, il a licencié tous les employés qui travaillaient au bon fonctionnement de cet accord qui était déjà bancal. Donc cet accord qui était déjà attaqué pour être bancal, là, il est non fonctionnel. Donc en fait, sans être devin, on sait déjà, sauf événement politique majeur, étonnant, parce que la justice, elle est quand même indépendante, que la Cour de justice de l'Union européenne, elle va censurer de nouveau ça. Si elle censure, ça veut dire interdiction de transfert, c'est-à-dire qu'OpenAI, c'est interdit. Donc, commencez, nous, ce qu'on dit à nos clients, commencez à faire une bascule vers autre chose. Ça, parce que ça, c'est quand même important. D'accord. Euh, donc, juste, il nous reste 10 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous, on a une petite vidéo de 35 secondes. Elle dure vraiment 35 secondes pour vous expliquer comment nous, on travaille. Et après, il reste 15 minutes, il restera 8 minutes où je pourrai répondre à un certain nombre de questions sur le sujet. Donc, ça, c'est pour vous expliquer comment on travaille. Nous, en fait, avec notre expérience, nous, on a une plateforme qu'on a développée en interne pour nos clients et nous, qui nous permet de travailler. En fait, nous, on a développé avec notre expérience un questionnaire sur vos produits IA. Là, c'est pour les personnes qui développent un outil basé sur l'IA. Vous répondez à un certain nombre de questions qui ne sont pas juridiques, hein. Le but, c'est que tout le monde, enfin, un développeur, une personne qui travaille, chef de projet, puisse répondre. Vous répondez à ces questions comme vous voyez là. Et nous, en fait, après, on va vous fournir un plan d'action que vous voyez ici, avec qu'on peut suivre, donc vous pouvez suivre en ligne, partager entre les personnes, avec les descriptions de toutes les actions, tout ce qu'il faut faire. Et surtout, ça permet de faire le suivi et de démontrer, dans le cadre de business, justement, de démontrer le fait que vous respectez bien la réglementation. Nous, c'est comme ça qu'on travaille. Et en fait, évidemment, le juriste est toujours accessible à tout moment pour soit préciser, soit faire des réunions de présentation, soit des réunions de négociation, soit même répondre à des questions-réponses. Donc voilà, écoutez, juste sachez que on vous fournit en cadeau notre charte IA que nous on fournit à nos clients. Hein. Donc vous l'aurez évidemment avec ça. Et effectivement, vous aurez aussi le webinaire en vidéo. Et maintenant, je vous propose d'avoir encore pour quelques minutes de répondre à certaines questions qui ont été posées. Alors, par exemple, il y a Arnaud qui dit, si on doit lâcher OpenAI, que prendre? Bonne question. Donc, nous, moi, j'essaie de faire de la prévention là-dessus. C'est-à-dire que, a priori, sans être devin, il y a tous les éléments qui montrent que OpenAI, transfert de données, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, impossible. Gemini, pareil. Tous ceux qui sont aux États-Unis, concrètement, effectivement, il y aura un problème de fond. Donc, soit vous prenez l'open source, que vous mettez en interne et que vous travaillez en interne. Ça a des avantages, ça a des défauts. Le défaut, c'est que au début, c'est moins performant et qu'après, ça peut coûter aussi beaucoup d'argent, mais ça a beaucoup d'avantages en termes de sécurité, en termes de performance sur le long terme et compagnie. Nos clients qui ont fait ça, ce qui nous explique, parce que moi, je ne suis pas expert technique, hein, c'est qu'ils ont, sans le faisant travailler en interne, ils ont eu à la fin, après, au bout de plusieurs mois, des meilleurs résultats, par exemple. On a donc Sylvain, que je salue, puisqu'on se connaît, risque business test plutôt qu'opportunité pour les petites entreprises tech qui entraînent des IA. Si l'usage des données publiques pour l'entraînement devient soumis à finalité consentement, peut-on encore utiliser des données publiques créées sans finalité dédiée? Alors oui, tout à fait. Donc Sylvain, sache que pour la recherche, le RIA est très souple, hein, et donc il n'y a pas de difficulté pour l'usage de données, notamment publiques, dans le cadre de l'entraînement de son modèle pour de la recherche, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question, par exemple? Est-ce que les avocats ont le droit d'utiliser l'IA pour générer leurs documents avec les noms, prénoms pour gagner du temps pour des procès-verbaux? Intéressante question aussi, parce qu'effectivement, bah, les avocats ont, et je veux dire nous, parce que je l'ai été, je le suis encore un peu, on peut traiter des données avec énormément de sensibilité. Il y a des domaines très, très, très proches de l'intime, enfin, qui sont dans l'intime. Donc, effectivement, oui, on peut l'utiliser, bien sûr, mais attention à laquelle et comment, parce que vous avez le risque, je vous le disais tout à l'heure. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et il est là le sujet. C'est qu'OpenAI, on ne sait pas ce qu'ils font. Et même si vous signez un contrat avec eux, un contrat, à la fin, si vous n'avez pas beaucoup, vraiment confiance là-bas et pas vraiment de moyens de contrôle, c'est qu'un bout de papier. On va pas se mentir, j'ai beau être juriste et ancien avocat, ça, c'est basé que sur la confiance, ce n'est qu'un bout de papier. Donc en fait, OpenAI, s'ils ne veulent pas respecter, ils ne respecteront pas. Donc moi, pour des choses aussi sensibles, j'utiliserais plutôt un Mistral, par exemple. Mais après, c'est un avis personnel, mais voilà, qui peut, je pense, se justifier. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Azure OpenAI tourne en Europe, bah, pas de ce que j'ai vraiment compris, Christophe, hein, et de ce que j'ai discuté avec pas mal de gens qui travaillent un peu pour eux ou qui ont travaillé pour Azure. Non, en fait, encore une fois, le résultat, il y a une partie, oui, mais le cerveau, il est là-bas. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de data centers là-bas, etc. Le cerveau, il est là-bas. Et comme en Chine, le cerveau, il est en Chine. Et d'ailleurs, vous remarquez que nous, nos clients, bah, il n'y en a pas un seul qui, d'ailleurs, de manière intéressante, hein, utilise DeepSeek. On ne l'a jamais vu. Parce que tout le monde a bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, alors, Anthropic, pareil, hein, Kevin, je le rappelle ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas moi en capacité de savoir s'ils sont conformes ou pas conformes. C'est aux autorités de contrôle de faire leur travail. Et aujourd'hui, il y a deux IA qui ont été interdites, OpenAI et DeepSeek, enfin interdites, sanctionnées, euh, en Italie et au Luxembourg, donc DeepSeek et OpenAI. Donc ces deux-là, a priori, pas terrible, terrible. Euh, J'aimerais juste faire un micro-focus avant de répondre à deux, trois dernières questions. N'oubliez pas, et ça c'est vraiment important, le RGPD et le RIA, ce n'est pas une usine à gaz. On peut transformer ça en quelque chose de compliqué. On peut tout rendre ingérable et terrible, comme on peut rendre ça simple. L'objectif, à la fin, et c'est ce que d'ailleurs je pense comprend la CNIL, et c'est comme ça qu'elle le traite, c'est est-ce que structurellement, je veux respecter l'usage de mes données? Est-ce que structurellement, je respecte mes salariés, mes consommateurs, mes clients, etc. Et est-ce que je veux leur donner quelque chose qui fonctionne? Euh, à partir de ce moment-là, en fait, le RGPD, on l'a vu tout à l'heure, en réalité, et le RIA, en fait, ils ont un intérêt qui est fondamental déjà dans la démocratie, mais en plus qui donne encore une fois des meilleurs résultats. Donc il y a vraiment, je veux vraiment casser ce truc, c'est pas si compliqué. Hein. Ça, il y a beaucoup de gens qui rendent ça compliqué. Euh, il y a des choses compliquées, mais globalement, c'est pas le plus compliqué finalement. Et n'oubliez pas qu'en réalité, vous avez l'impression que ça va vous freiner, que ça vous embêter. Là, je parle pour ceux qui le développent. Non, si vous prévoyez bien en amont, vous avez un meilleur service. Sinon, vous risquez de revenir en arrière et de tout refaire, etc. Enfin, je l'ai déjà expliqué. Je vous propose encore deux, trois questions, parce qu'il est 28. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs, pour toutes vos questions et pour être restés si nombreux, parce que vous êtes restés, vous êtes hyper nombreux, hein, vous êtes 180 à être présents depuis le début, et tout le monde est resté, donc quasiment. Donc c'est vraiment très agréable. Merci beaucoup. Euh, et donc, deux, trois questions. Pouvez-vous aider les entreprises pour l'IA propriétaire marquage CE? Oui, bien sûr. Et là, c'est si vous êtes à haut risque, hein, bien sûr. Mais nous, on est là pour ça, effectivement. Aujourd'hui, étonnamment, c'est le DPO qui est devenu, enfin étonnamment, pas forcément parce que c'est du droit, mais qui est devenu plutôt celui qui est le garant euh, aussi du respect du RIA. Je pense, c'est parce que, on l'a dit tout à l'heure, 80% en fait, des sujets sont d'abord RGPD et après 20%, c'est plutôt le RIA, si vous êtes au risque. Mais la réponse est oui. Euh, et je vais répondre encore à deux questions. Tac, tac, tac. Je ne comprends pas. Hein. On peut installer un LLM chez AWS à Paris. Dans ce cas, rien ne part aux US. Donc, on peut avoir ChatGPT hébergé en Europe. Alors oui, si vous prenez l'open source. Donc, Loïc, vous avez raison. Si vous prenez l'open source, mais en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer votre base de données de l'outil OpenAI. Si vous êtes en API, il y a en fait nécessairement des transferts. Ça ne veut pas dire que vos données ne sont pas hébergées en Europe.
Votre base de données est évidemment hébergée là où vous voulez. Mais en fait, elle va partir de chez vous, aller aux États-Unis mouliner. On ne sait pas ce qui se passe là-bas, on ne sait pas s'ils font des copies, machin, on ne sait rien. Et ça revient chez vous hébergé. Donc vous avez raison, le résultat, il est hébergé en Europe, là où vous voulez, dans votre base de données. Et encore heureux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert. Il faut distinguer les deux. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et par contre, si je prends OpenAI ou n'importe lequel en open source et que je le mets chez moi, là, il n'y a aucun problème. Là-dessus, sur ce volet-là. Écoutez, je vais prendre une dernière question et après je vous laisse pour la pause déjeuner. Attendez. Alors, pour une structure associative du social médico-social, l'utilisation de copilote est donc pas recommandée. Alors, on me pose souvent cette question. Je suis souvent gêné pour la question de copilote parce que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas en capacité de vous dire oui ou non puisque Microsoft y répondront. On a beau être super, hein, on a beau avoir 500 clients, être un des principaux DPO de France, avoir des beaux clients, ils ne répondront jamais. Donc moi, je ne peux pas savoir. Là, c'est effectivement à l'autorité de contrôle, la CNIL, de faire son travail pour le savoir. Moi, aujourd'hui, comme il n'y a pas de décision contre, je ne peux que dire à mes clients qu'ils ont le droit de l'utiliser aujourd'hui et qu'il n'y a pas de risque particulier à ce stade. Voilà, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci à beaucoup d'entre vous. J'en connais beaucoup et je vous remercie d'avoir été là. Merci à toutes et à tous pour votre participation. J'espère donc que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous contacter. Alors pour nos clients, bah, évidemment, vous savez très bien, vous pouvez nous contacter quand vous voulez et contacter votre juriste dédié à tout moment. Et si pour tous vos projets, bien sûr. Et si bah, vous avez évidemment l'intention de mettre en place des projets et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accompagner. Voilà. Et je remercie aussi, bien sûr, les deux, trois personnes qui ont organisé ce webinaire depuis plusieurs semaines. Donc, je remercie Anaïs, effectivement, Samia et Anas qui ont organisé ce webinaire de manière remarquable. Voilà. Merci à beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne journée.